je suis contente déjà aussi que Family Search nous aide à remplacer au pied levé notre conférence avec les ados. Voilà, donc ça va être le programme de ce matin. Là, je suis un petit peu complètement bousculée. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, j'espère que vous avez été contents hier de la journée, et en particulier de la table ronde que nous a offerte le ministère de la Culture. Ce que je peux vous annoncer, c'est qu'après, nous allons continuer à avoir un partenariat avec la société Teclia pour le projet Socfest. Je pense que c'est, pour ceux qui ont pu assister à la présentation, je pense que vous allez y voir un intérêt quand même d'aider, en effet, la machine à ossériser les recensements de 1836 à 1936, et que ça soit bien fait pour 2025. C'est dans notre intérêt. Voilà. Et donc, nous allons revenir bientôt vers vous avec les informations qui nous seront données par Teclia pour faire appel aux bénévoles pour corriger parce que maintenant c'est là qu'ils vont arriver dans cette phase-là, pour corriger les erreurs de lecture de la machine. Voilà. Si ça convient. Sinon, on attend. Est-ce que vous auriez des suggestions, des questions, des propositions par rapport au déroulement en ce moment? Est-ce que vous êtes en attente de quelque chose? Est-ce que, par exemple, hier, il y avait quelque chose que vous auriez aimé savoir en plus? Ou voilà, c'est parce que c'est pour continuer à aller dans notre réflexion sur le sujet, quel avenir pour la généalogie? Est-ce que certains... Oui? Tu peux peut-être prévoir, je ne sais pas, 1 heure ou 2 heures de démo, ou pas peut-être de démo, d'explication plus précise sur Asso Connect, oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a vu. Après, il faudrait voir si les intérêts que ça peut avoir pour les associations. Oui. Alors, ce que je peux faire tout à l'heure, parce que je dois montrer Asso Connect à Pierre Felice. Donc, on pourrait être plusieurs. Ça serait, oui, j'ai amené l'ordinateur, ça tombe bien. Si après, on a le temps, après la présentation de Family Search, j'accroche à mon tour l'ordinateur et puis on essaye je vous présente un petit peu comment est le nouveau site de la fédération grâce à Asso Connect. Ça serait peut-être est-ce que ça vous dit? Et puis après, de toute manière, je ne sais pas, il est là, Jean-Louis Charton? Non, il n'est pas là ce matin. Mais Jean-Louis était prêt aussi à expliquer dans la semaine aussi le fonctionnement d'Asso Connect. On va laisser un petit peu la parole. Non, vas-y. Moi, parce qu'après, on a un sujet sur les addons. Donc on te remercie, Nathalie. Alors je présente Nathalie Lopez, qui est la présidente du réseau national d'action des archivistes, qui est une association de... tu vas peut-être plutôt me présenter mieux que moi, mais depuis plusieurs années, enfin déjà depuis au moins 2016, 2014 même, le mandat de Jean-François Pellan, c'est au moment que vous avez commencé à tisser des liens. Sous Thierry Chesquet, on a continué, et puis là avec moi aussi. Voilà, et donc c'est un réseau d'archivistes qui veut faire avancer les idées, etc. Donc je voilà, merci. Non, c'est juste quelques notes pour moi. Parce qu'il y a des fois, on n'a pas toujours les notes.
Merci, bonjour à tous, excusez le retard. Comme a dit Valérie, le réseau a été créé en 2014 avec des archivistes qui souhaitaient avoir un espace d'échange et ne pas rester dans notre entre-soi d'archivistes. Voilà, c'est pour ça que souvent on va vers les uns, vers les autres, et on essaie de nouer des relations et d'avoir aussi des retours des uns et des autres, et qu'on puisse aussi, se parler et se comprendre, s'entendre, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas parmi les usagers, sauf que vous n'avez pas toujours l'envers du décor. Et donc d'expliquer un petit peu ce que c'est que l'envers du décor et tout ça. Alors oui, on s'est rencontrés avec Jean-François, je vais vous dire, mais beaucoup peut-être en avaient entendu parler. La première fois qu'on s'est contacté, c'était par rapport à la loi, le projet de loi justice du XXIe siècle. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ce projet de loi et la difficulté que nous on avait et que vous alliez aussi avoir. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à se mobiliser tous les deux. C'était simplement la suppression du second registre d'état civil. Voilà, qui est dans le projet de loi, qui a été acté, donc qui est peu mis en place par les communes, il faut le dire aussi, parce que les critères techniques sont tellement compliqués que la plupart des communes ne peuvent pas. Donc c'est de demander c'était par rapport à ça, et on avait commencé à se mobiliser auprès des parlementaires par rapport à ça. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que le lobbying parlementaire, c'est un peu compliqué, et il faut toujours leur expliquer les choses. Et voilà. Donc on a créé cette association-là, plusieurs archivistes, et on va, en fonction de l'actualité, en fonction des projets de loi, vers telle ou telle association, puis on continue à nouer des liens. Donc après, avec la FFG, il y a eu plusieurs journées d'études, parce qu'on fait des journées d'études, certaines sont plus techniques, d'autres beaucoup moins, et on invite systématiquement d'autres personnes. On ne reste pas dans notre entre-soi archivistique. On veut vraiment une ouverture, et même si on est sur des journées plus techniques, on va sur des professionnels comme les archéologues, le service de l'inventaire, comme les bibliothécaires, pour aussi pouvoir échanger avec les autres et pouvoir nous aider. Et donc on a fait plusieurs journées avec la FFG, dans les états généraux à Clermont, où on a parlé de permanien aussi là-bas. Donc ça c'était ça. Donc voilà. Alors on essaye. Là je vais vous parler un petit peu, parce que je ne veux pas non plus rester à parler toute seule. Ce que je vous propose, c'est je vais vous parler un petit peu de notre colloque qu'on a fait le 5 septembre dernier, parce que vous allez voir aussi, on peut avoir besoin de vous, et même si le titre du colloque, vous avez pu penser que c'était pas pour vous, c'est faux, parce que nous on voulait que ça soit un petit peu, il y avait un mot qui permettait de dire que c'était pour tout le monde. Et ensuite, je suis là aussi un peu pour, si vous avez des questions, si vous avez des incompréhensions sur, voilà, on ne comprend pas pourquoi, je ne pourrais pas vous dire peut-être, vous répondre vraiment, parce que je ne connais pas tous les services, il y a certains services que je connais, d'autres pas, mais peut-être sur certaines incompréhensions, pourquoi maintenant on fait comme ça alors qu'avant on faisait comme ça en archive? Est-ce que c'est la loi qui a changé? Est-ce que c'est le service? Est-ce que voilà. Donc si vous avez des questions par rapport aux archives et comment vous pouvez consulter vos archives, n'hésitez pas, d'accord? Alors, pour le colloque du 5 septembre, qui s'appelait Archives et démocratie, au-delà du secret défense. Alors oui, vous étiez sur le secret défense, mais nous avions décidé, avec les co-organisateurs, nous étions 4 structures, donc il y avait le RN2A, bien entendu, il y avait le CDUH, qui est le comité de vigilance face aux usages publics de l'histoire, qui sont des historiens. Vous aviez les amis des cahiers d'histoire, revues critiques, on est aussi sur des historiens, des articles, et vous aviez le collectif Secret Défense, un enjeu démocratique. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce collectif-là,
C'est un collectif qui regroupe une vingtaine d'affaires, qui va de Maurice Sodin en passant par Henri Curiel, au Bugalet de Braise. Voilà, ce sont des affaires, l'affaire Borel aussi est dedans. Ce sont des affaires où le justiciable, le citoyen justiciable, est confronté au secret défense. Voilà. Et même le juge ne peut pas accéder aux documents. Et donc, c'est une vingtaine d'affaires qui se sont regroupées, ils sont tous en association, et ils se sont regroupés pour essayer de faire évoluer la législation, la loi par rapport à ça. Parce que qu'un citoyen n'accède pas à tous les documents, pourquoi pas, la loi le dit, on a des délais de communicabilité ou d'incommunicabilité, mais un juge d'instruction est comme vous. C'est un simple, pour tout ce qui est secret défense, un juge d'instruction est exactement comme un citoyen. Il n'y accède pas plus que les autres. Et c'est pour ça que certaines affaires sont complètement bloquées depuis des années. Le Bugalet de Braise, par exemple, a préféré aller en Angleterre. Donc il a porté plainte aussi en Angleterre. Il y a eu, il y a un peu moins d'un an où il y a eu un procès en Angleterre, mais en France, ils n'arrivent pas à avancer du tout et à avoir accès aux documents. Donc, voilà. Et eux, ils veulent juste la vérité. Donc vous avez l'affaire Ben Barka aussi, qui vont commémorer l'assassinat à la fin du mois d'octobre, pardon, parce qu'on est encore en septembre. Et vous avez ce genre de choses. Et nous, on a commencé à échanger avec le collectif par rapport au secret défense, et on a commencé à se mobiliser. Et juste au moment où nous, on commençait à se mobiliser, il y a eu aussi la mobilisation d'historiens, parce que vous savez tous que la loi sur les archives a été modifiée et codifiée avec la loi de 2008, en 2008, où on avait des délais, ça vous le savez, parce que vous aviez le délai qui a raccourci en particulier pour l'état civil. Parce qu'avant vous étiez à 100 ans, à partir de 2008 vous êtes à 75 ans. Et donc vous aviez, donc on a des délais, et tout se passait très bien. Et en 2011, le gouvernement, les services, le secrétariat général à la défense et sécurité nationale, qui dépend du Premier ministre, décide de modifier une instruction qui est l'IJ 1300. Vous avez peut-être entendu parler. L'IJ 1300, qui est l'instruction sur le secret défense. Il modifie l'IJ et ils indiquent que dorénavant, tout document classifié devra être déclassifié. Alors, je vous explique. Vous avez, par exemple, un paquet comme ça. Alors nous, on nous a même expliqué que des fois, c'est même le photocopieur qui mettait le tampon classifié sur le document. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un article de journal que vous pouvez avoir ailleurs qui est communicable, mais comme il est dans un dossier classé, on ne peut pas le communiquer. Ça peut être le repas du président de la République qui avait invité je ne sais pas qui il y a un mois, où sincèrement ça ne sert plus à rien maintenant, c'est classifié. Donc, certains ont estimé qu'il y avait une surclassification. Et donc, ils tamponnent. Donc, quand vous avez un paquet comme ça qui est classifié, tamponné, et bien vous devez avoir quelqu'un qui retamponne, déclassifier le temps, qui retamponne, et qui retamponne, et voilà. Donc, vous imaginez le temps qu'il faut pour déclassifier. Et donc, l'IJ 1300 avait décidé qu'il fallait déclassifier. Les archivistes, peut-être pas vraiment compris, puis se sont dit, ben nous, on applique la loi. La loi codifiée, 50 ans, et on peut communiquer. L'instruction, elle n'est pas pour nous. Il y a eu des rappels à la loi, il y a eu des jugements du Conseil d'État qui dit que si, il faut déclassifier. Même si les archives ont plus de 50 ans et qu'elles sont versées aux archives.
Et là, les archivistes, on leur a demandé, vous fermez, vous ne pouvez plus communiquer. Alors, on a beaucoup entendu parler des historiens parce que ça concernait. Alors, c'est en plus des documents qui pouvaient dater de 1934. Hein. Tant qu'il n'y avait pas le tampon déclassifié, on ne pouvait pas. Donc, les archivistes avaient cette obligation. Et la procédure de déclassification, c'est qu'ils ne voient pas la date et déclassifient. Ils doivent savoir qui est le service qui a produit le document, leur demander l'autorisation de le déclassifier. Si le service répond tout de suite, on a la chance. Si le service ne répond pas tout de suite, ben, je ne vous explique pas. Il faut les relancer, les recenser. Donc ça devenait ubuesque. On ne pouvait plus rien faire. Bah, parce que moi, j'ai oublié de dire, moi je suis archiviste municipal et communautaire, d'une communauté de communes et d'une ville. Donc c'est vrai que moi, le classifié défense, je ne connaissais pas du tout. Donc c'est vrai qu'on a vu ça avec les collègues, plutôt des archives nationales, du Quai d'Orsay, des affaires étrangères et de la défense. Et donc à un moment donné, les historiens ont rejoint aussi la mobilisation, donc il y a eu plusieurs mobilisations dans des historiens étrangers. Et on a dit en France, on ne peut plus accéder aux documents classifiés, on va dire, depuis 1934 jusqu'à nos jours, même s'ils ont plus de 50 ans. Alors vous avez une historienne qui travaille sur le massacre de Tiroy, 1944, ça devrait être ouvert, et c'est pas ouvert. Et donc nous, on a continué, pandémie oblige, il y a des choses qui ont un petit peu traînassé, et le gouvernement a fait passer dans une loi qui est la loi PATR, prévention contre les actes de terrorisme, l'année dernière, un petit article sur les archives. Et en même temps, certaines associations, un collectif avait saisi le Conseil d'État, et le Conseil d'État a refusé de donner son jugement avant la loi, et c'est une loi qui allait, alors pas à l'Assemblée nationale, mais au Sénat, où il y a vraiment eu les sénateurs qui se sont opposés à ce qu'ils demandaient. Donc, ils n'ont pas tous gagné, mais ce qui a été intéressant, et vous allez voir pourquoi j'aurai besoin de vous après, c'est que la commission culture du Sénat, où vous avez des sénateurs et sénatrices de tendances politiques complètement différentes, hein, même opposées, était unanime et a voté, alors eux ils étaient juste saisis pour avis, a voté contre l'article sur les archives. Parce que dorénavant, on a ce qu'on appelle, certaines archives vont être ouvertes, même si elles sont classifiées, parce qu'elles ont plus de 50 ans. Donc ça a été, on a simplifié la procédure. Je vais vous dire aussi pourquoi ils n'ont pas eu le choix. Mais ils ont créé ce qu'on appelle des délais glissants. C'est-à-dire que pour tout ce qui concerne un bâtiment sensible encore en activité, tant que le bâtiment n'a pas été désaffecté, on n'a pas cette période de 50 ans. Tout ce qui concerne les services de renseignement, alors ils appellent ça le premier cercle, le deuxième cercle, c'est très technique. Même si le document est des années 20, il ne sera pas déclassifié si la technique elle existe encore. Donc, et en plus, on a commencé à dire aux sénateurs, non vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de services concernés. Sauf que ce qu'ils ont oublié de dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de services en tant que tel, mais chaque service a une antenne. Enfin, certains services ont une antenne dans les départements, donc ça fait beaucoup plus de services concernés en fin de compte. Donc là, les sénateurs n'étaient pas contents, mais ça, ils l'ont vu après. Et donc, nous, on a continué notre petit bonhomme de chemin aussi, en faisant des articles, et je vous en ai, il m'en restait quelques-uns, donc vous pourrez, voilà, c'est sur toute la mobilisation autour du secret défense. Et nous, on a commencé à essayer de faire un colloque avec les sénateurs au Palais du Luxembourg. Et donc, le colloque a eu lieu le 5 septembre, où nous avons choisi 4 tables rondes. Donc, les 2 premières étaient plutôt sur
l'accès aux archives en France classifiées. Voilà. Vous aviez après, celle d'après plutôt à l'international, où on a eu des collègues espagnols et portugaises qui étaient là pour expliquer l'accès aux archives dans leur pays. L'après-midi, alors pour ceux qui ont peut-être connu ou pas, nous avons un grand témoignage d'un archiviste qui était Philippe Grand, qui a été placardisé par son directeur d'archives aux archives de Paris, avec Brigitte Lenné, parce qu'ils ont été témoignés. Ils n'ont pas donné un document, ils ont juste témoigné comme quoi les documents que l'historien Enodi, qui était en procès avec Papon, il avait évoqué certains documents, a juste dit oui, les documents existent bien. Et avec ça, ils ont été placardisés pendant 10 ans, jusqu'à leur retraite à peu près. Voilà. Et donc ce grand témoin-là. Après, vous aviez, alors je ne sais pas si vous avez eu affaire à ou pas, mais vous avez une catégorie de documents qui sont à jamais incommunicables. Vous savez que les délais de communicabilité, vous avez vous affaire à, alors soit la loi 2008, c'était une loi qui était normalement une loi d'ouverture. Dorénavant, tout document d'archives est librement communicable. Ça, c'est le principe de la loi 2008. Sauf les documents qui contiennent un secret que la loi a voulu protéger. Et là, vous avez 5 catégories de documents. Donc, je les résume rapidement. Vous les avez le délai de 25 ans, qui a où vous avez le secret commercial, vous avez voilà. Vous avez le secret commercial est dedans, vous avez des petites choses comme ça. Vous avez un délai de 50 ans. Donc là, vous avez la vie privée et vous avez le secret défense. Et dedans, la sécurité, voilà, vous avez des choses sur la monnaie, des choses comme ça, mais vous aurez moins accès à ça. Vous avez 75 ans, vous connaissez bien. 75 ans, c'est pour l'état civil. Alors, mariage, naissance, parce que les naissances sont immédiatement communicables. Mariage, naissance, vous avez 75 ans, les actes notariés, que vous utilisez beaucoup, vous aussi. Normalement, les recensements de la population. Et vous avez, voilà, vous avez ça. Vous avez 100 ans qui sont... Alors, vous avez aussi certaines affaires judiciaires sont à 75 ans, et vous avez 100 ans aussi, certaines affaires judiciaires qui sont à 100 ans, en particulier celles qui concernent des mineurs ou des crimes sexuels. Et vous avez un 5e délai, qui est le délai d'incommunicabilité. En France, vous avez une catégorie d'archives qui ne sera jamais, jamais communiquée. Sauf sous dérogation, parce que je ne sais pas si vous connaissez ou pas le système de dérogation, mais sauf peut-être sous dérogation. Mais ces documents-là, ce sont des documents qui vont servir à fabriquer, diffuser tout ce qui concerne des armes de destruction massive. Voilà. Donc c'est des documents qui ne devraient pas. Ça partait d'un bon sentiment. Maintenant avec Internet, vous allez sur Internet, vous pouvez trouver. Mais cette table ronde, on l'a voulu parce qu'on pense que c'est une faille. On ne devrait pas avoir des documents incommunicables. Même De Gaulle disait que 10 ans, ça suffisait pour la communicabilité, pour le secret défense. Donc 50 ans déjà pour lui, c'était beaucoup trop. Avant, c'était 60 de son temps, c'était beaucoup trop aussi. Donc c'est vrai qu'on s'est posé la question et on s'est rendu compte que ça impactait aussi des personnes. Je vous prends un exemple de ce délai d'incommunicabilité qui impacte des personnes. Mururoa, nos essais nucléaires, armes de destruction massive. Donc tout ce qui concerne nos essais à Mururoa ne sont pas communicables aux personnes. Sauf que vous avez des victimes à l'heure actuelle qui ont besoin de savoir quand est-ce qu'il y a eu des essais parce qu'elles sont malades. Et pour prouver que leur maladie est en lien avec les essais, elles doivent pouvoir accéder aux documents. On leur refuse. Voilà. Tout ce qui concerne le Sahara, c'est exactement la même chose. Voilà. Tout ce qui s'est passé, les essais qu'on a fait au Sahara, les mêmes historiens, par exemple, eux ne peuvent pas y accéder. Donc ce délai d'incommunicabilité, c'est une faille. Comme a dit Aurélie Filippetti lors de ce colloque,
c'est une aberration démocratique. C'est vrai. On peut mettre un long délai, ça pourquoi pas, mais savoir qu'on est en train de produire des documents qui ne seront jamais communiqués, on les a oubliés, on va les oublier dans un coin, et puis pourquoi les garder? Si on ne les communique pas, pourquoi les garder? Donc voilà, parce que notre rôle archiviste, c'est quand même de collecter, classer, conserver pour communiquer. Quelle que soit la forme, mais on communique. C'est notre rôle. Sinon, voilà. On n'est pas là juste pour conserver des documents. Non, ça c'est fini. On est vraiment là pour communiquer au maximum les documents qu'on peut communiquer. Et donc ça, c'était la troisième table ronde de l'après-midi. Et la quatrième table ronde était sur la création ou l'institution d'un défenseur des droits des archives. Voilà. Donc, sur ce colloque qui sera bientôt visible sur notre chaîne YouTube, donc je pourrai envoyer le lien et si vous voulez regarder par petit bout ce qui vous intéresse, nous avons souhaité que chaque table ronde déjà soit coprésidée par une des structures organisatrices, mais également par un sénateur ou une sénatrice. Donc là, ça a été un oui franc et massif de la part des sénateurs. On en a eu 5. On a été parrainés par 2 sénateurs, Pierre Ouzoulias et Sylvie Robert. Et ensuite, nous avons eu le questeur du Sénat, le sénateur Jean-Pierre Sueur, commission des lois, Nathalie Goulet, qui était aussi de la commission des lois. Vous avez eu Sylvie Robert et Pierre Ouzoulias, vice-président de la commission culture du Sénat, qui était là. Donc c'est Pierre Ouzoulias qui était le rapporteur pour la loi PATR. Et nous avons aussi eu l'honneur d'avoir le président de la commission culture du Sénat, qui était là, Laurent Lafont, et qui a expliqué que pour lui, c'était un sujet extrêmement important. Et qui sont en train de suivre ça au Sénat, et donc Pierre Ouzoulias l'a redit aussi. Donc toutes les tables étaient coprésidées, et à chaque table, nous avons souhaité avoir des personnes, des citoyens, qui nous parlaient de leurs affaires, des juristes, des personnes politiques aussi, qui étaient là, ou proches. Donc, on a eu 2 conseillers de 2 ministres, enfin d'un ministre et qui était Gaston Defer, que tout le monde connaît ici, connaît pas loin. Donc c'était le Roland Kessous qui était là, pour nous parler de l'affaire Henri Curiel, et aussi Sylvain Faure pour nous parler de l'affaire Morissonnin. Donc Sylvain Faure était conseiller mémoire et discours du président Macron de 2017 à 2018, 2019 à peu près, pour nous expliquer certaines choses. Et donc voilà, pour pouvoir ouvrir vraiment à tout le monde. C'est un colloque qui a été extrêmement riche en échanges, parce qu'on n'était pas que nous entre archivistes et historiens, parce qu'on avait aussi des historiens dans l'après-midi, on a eu des politiques, on a eu une ex-députée, enfin on dit ex-députée parce qu'elle n'est plus députée, mais qui a été députée de la Meuse, Émilie Cariou, on a eu Aurélie Filippetti. Donc on a eu des gens aussi qui étaient très intéressés et qui nous ont dit oui, les archives c'est important et on doit y avoir accès. Pourquoi? Et ça vient d'où cet accès? Mais déjà, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 15. Tout citoyen a le droit de demander compte à l'administration. On est toujours sur cet article-là. Que ce soit les historiens pour accéder aux archives, que ce soit vous, que ce soit un administré qui veut avoir accès à des dossiers pour porter plainte contre le maire, on est toujours sur cet article-là. Et on a aussi, et ce qui est notre revue, parce que là vous avez juste un supplément, mais c'est le nom de notre revue, le 7 Messidor. La loi du 7 Messidor en 2. Oui, on est toujours sur cette loi-là, nous, en archives. Celle qui organise les archives en France. Et son article, et nous, plus particulièrement, son article 37, qui dit quoi? Que l'accès aux archives est libre et gratuit. Si vous ne payez pas, alors je crois que c'est en Belgique,
oui, qui doivent payer, ou c'est aux Pays-Bas, où on avait vu ça lors du symposium sur les pharmaciens, où on expliquait que c'était payant l'accès aux archives. Ou tout. Des archives de l'École générale du Royaume Parce que je sais qu'on en avait parlé, je ne sais plus quel pays, mais il y a un pays où vous êtes obligé de payer pour accéder aux documents. Alors, en ce qui concerne les actes d'état civil dans les mairies sont libres de fixer elles-mêmes un tarif ou non par rapport aux actes qu'elles délivrent. Et le tarif peut aller de l'euro symbolique à une vingtaine d'euros, selon chaque conseil municipal décide lui-même de la taxe. Par rapport à l'accès au dépôt d'archives même, tant pour les archives générales du Royaume que pour les archives de l'État dans les provinces, avant il y avait une carte de lecture à s'affranchir d'une trentaine d'euros par an, et depuis 2020, cette fonction a été enlevée, donc maintenant n'importe qui peut avoir gratuitement une carte de lecture. Mais pour la délivrance des actes, en effet, c'est payant, ce qui surprend souvent les chercheurs français qui s'adressent aux mairies en Belgique, parce que ils ne s'attendent pas à recevoir une facture. Mais alors, ça, c'est quand on demande un acte dont on connaît la date, le lieu, le nombre de personnes impliquées. Si on veut que la mairie recherche dans une période, un mariage, dans une période d'une dizaine d'années, quelque chose comme ça, là, c'est un tarif à l'heure qui est très très vite salé, parfois même plus salé que le tarif des généalogistes professionnels. Voilà, donc vous voyez. Pour la manne, c'est également le cas dans les mairies. La délivrance d'actes est payante. Ça dépend des mairies, c'est entre 5 et 10 euros. Lorsque la personne sort le registre de l'armoire, c'est 34 euros. Donc, après, lorsque vous avez les archives, vous pouvez les consulter, mais dès que vous demandez une reproduction, c'est payant. Donc ça dépend des dépôts d'archives. Oui, mais alors je sais qu'au Portugal, c'est aussi payant quand on demande un acte de naissance ou de mariage aux mairies. J'ai plus les chiffres en tête, mais je sais que c'est aussi payant. Mais vous voyez un petit peu, c'est vrai que nous, on est sur cette base d'un accès libre et gratuit. Alors attention, c'est l'accès. Ça veut dire que si vous demandez une photocopie, elle peut être payante. Mais un tarif qui va augmenter. On n'a pas le droit non plus, voilà. Il y a aussi, à un moment donné, il y a eu mis en place, alors ça fonctionne ou pas, sur certaines bases, la possibilité de faire des recherches, de payer, voilà. Ça, c'est vraiment, ça dépend des personnes et tout. Mais attention. C'est plus le temps passé, c'est sur certaines bases. C'est pas la réutilisation. Comme elle vous l'a dit hier, la réutilisation d'une donnée numérique, par exemple, ce qui est plus simple, c'est complètement gratuit. On ne devrait même pas vous demander pourquoi vous voulez le document. Si le document est librement communicable, vous pouvez y accéder, en faire ce que vous voulez. La seule contrainte que vous avez, c'est de citer vos sources, et de le laisser tel que vous l'avez trouvé, ou alors d'expliquer que vous l'avez noté. Mais vous pouvez réutiliser le document, on ne doit pas vous demander pourquoi vous voulez accéder à tel document. Ça c'est pareil. Parce qu'on a eu plusieurs lois qui se sont succédées en 2014-2015 avec la justice 21e siècle, vous avez plusieurs. Mais ce qu'on appelle la réutilisation des données, c'est nous, on va vous faire juste un rappel à la loi. Et le plus gros des rappels, et ça va être ce que vous allez voir demain matin, c'est la question du RGPD. Tout ce que vous mettez sur Internet, attention. Parce que vous êtes soumis au RGPD comme nous, on est soumis au RGPD. Donc on ne peut pas tout mettre sur Internet. On a quelques dérogations, comme vous avez dit hier, Mme Berger ou Charles Bélac, mais on est aussi soumis au RGPD, on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut. Et quand on peut faire quelque chose, c'est parce qu'on a eu une dérogation de la part de la CNIL pour pouvoir le faire. Donc ça aussi, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Mais la réutilisation des données en France est entièrement gratuite à l'heure actuelle. Il y a quelques licences qui sont mises en place, mais comme elle vous l'a dit, pour des très gros volumes.
Pour des petits volumes, on ne met pas, parce que ça prend plus de temps à calculer que ce que ça va reporter à la collectivité. Sauf si la collectivité demande à ce que toute la réutilisation, qu'il y ait une licence pour toute réutilisation. Ça, c'est une décision de l'élu, enfin des élus. Donc voilà. Donc, pour revenir au colloque, je vous laisserai voir un petit peu et voir ce qui vous intéresse avec certaines affaires et tout. Ce que nous a demandé les sénateurs en conclusion et pendant la journée aussi, c'est de leur faire remonter toutes les difficultés. Alors, il est vrai, pour l'instant, les sénateurs, pour ceux qui écouteront le colloque, sont plutôt basés sur les historiens, sur l'histoire, même si nous, on a essayé d'être au-delà du secret défense, au-delà de l'histoire, et de faire comprendre à tout le monde qu'il n'y avait pas que les historiens qui accédaient aux archives, que beaucoup de personnes accèdent aux archives, contrairement à ce qu'on croit, pour de multiples raisons. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas pu nous dire ce qu'ils allaient faire de la suite. Mais ils veulent avoir ce dossier sous le coude quelque part et qu'on leur fasse remonter toutes les difficultés d'accès par rapport à la loi pour les archives. Parce qu'eux, ils ont besoin aussi de matière, soit pour interpeller le gouvernement, pour essayer de faire changer la loi. Est-ce qu'ils iront sur un rapport comme il y a eu le dernier rapport pour les archives nationales de Vincent Hublé? Est-ce qu'ils vont sur une commission pour voir comment la modification du délai pour le secret défense a impacté tout le reste? Et ils en profiteront pour être plus larges. Voilà. Ils ne savent pas du tout, mais en tous les cas, ils nous ont demandé, faites-nous remonter les problématiques que vous pouvez avoir d'accès. Et je pense que vous en avez aussi beaucoup, parce que lorsqu'il parlait beaucoup aussi des archives versées dans un service d'archives. Sauf que vous, généalogistes, il y a des fois, vous allez directement dans les communes. Et c'est dans les communes qu'on vous refuse l'accès. Alors que les documents sont librement communicables. Alors, des fois, il y a certaines raisons valables. Je ne dis pas que... Mais il y a des fois, c'est simplement parce qu'il y a une méconnaissance de la loi. Donc c'est vrai qu'il y a besoin qu'à un moment donné, alors je ne sais pas comment, et je laisserai Valérie essayer d'organiser, mais de ne pas hésiter à faire remonter l'information pour que nous, on puisse la communiquer aux sénateurs, parce que je pense qu'ils ont besoin, ils ont matière, et ils ont vraiment envie de savoir ce qui se passe, et ne pas non plus laisser les problématiques d'accès aux historiens, aux justiciables, les juges par rapport aux affaires, mais de vous dire que vous aussi, vous êtes des historiens, mais peut-être pas ceux qui vont enseigner dans les facultés, ou voilà, parce que c'était surtout cela, mais que vous aussi, à votre niveau, vous avez des problèmes d'accès, et ça serait bien d'avoir ça. Donc ça sera un peu avoir un peu la chose. Après, voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur les archives. Merci beaucoup pour le cadeau. Je l'ai vu hier, ça avait l'air d'être sympa. Moi, je vais avoir du mal avec ma généalogie parce que je suis d'origine portugaise. Oui, non, mais je sais qu'on peut, mais il faudrait que j'aille jusque là-bas. Donc en fait, le gros problème que peuvent rencontrer les généalogistes au niveau de la communicabilité, c'est les archives des notaires, qui normalement doivent être déposées aux archives départementales. Dans Lyon, on a de la chance, pratiquement tous les notaires ont versé, mais ils ont versé avec les forces de gendarmerie derrière. Et beaucoup de départements, eux, n'ont pas réussi à faire rapatrier les archives qui doivent être déposées normalement aux archives départementales. Alors, c'est quelque chose qui a été fait. C'est vrai qu'il y a des archives des notaires. Il faut savoir que les notaires ne doivent déposer que les archives qui ont plus de 100 ans. Donc déjà, ça pose problème. Souvent, elles sont... Alors, il y a des notaires qui les conservent très bien, il y en a d'autres qui les conservent moins bien. Ça, c'est une problématique. Il y a aussi la problématique, est-ce que tous les
dépôts d'archives ont la capacité de prendre autant de masse. Les notaires, c'est une énorme masse d'archives. Par exemple, je prends l'exemple du Loiret qui est en train de construire un nouveau bâtiment d'archives. Là, il a tout bloqué. Parce qu'il ne peut pas les prendre. Donc c'est vrai que ça, c'est une autre difficulté. Alors, le notaire, par contre, peut vous faire payer la recherche si vous demandez un document. Mais c'est vrai qu'au bout de 75 ans, un acte est librement communicable. Donc si vous le demandez au notaire, même en payant, vous pouvez y accéder. Généralement, c'est des prix exorbitants qui font que personne ne demande et on attend patiemment que ce soit aux archives départementales. Alors, il y a une obligation de verser, c'est vrai, la loi dit que les archives publiques doivent être versées dans un service public d'archives. Mais ce qui avait été, c'est Noé Wagner, il me semble, qui en a parlé lors du colloque. Il n'y a pas vraiment, enfin, on va dire, il y a une obligation, mais il n'y a pas de contrainte pour le versement. Genre, un service qui ne veut pas verser, c'est hyper difficile d'aller le voir. Même moi, dans un service, alors je suis dans une mairie et tout, c'est difficile d'aller le voir et lui dire « Tu ne m'as pas versé depuis 10 ans, je veux que tu me verses ». S'il ne veut pas verser, je n'ai aucun moyen de le contraindre à le faire. Mais il y a une obligation. Donc, on va jouer sur les mots, c'est ce que vous allez me dire, c'est vrai. Mais voilà, il y a une obligation de versement, mais il n'y a pas de contrainte. Et il n'y a pas de contrôle derrière. Donc un notaire qu'on peut solliciter, mais qui ne veut pas, et en plus si ses archives sont bien conservées, il n'y a pas dans la loi, enfin, moi je ne connais pas toute la loi, parce que les notaires, c'est pas du tout ma partie, mais il ne me semble pas qu'il y ait une loi qui dit au notaire, au bout de tant de temps, vous versez. C'est au-delà de vous pouvez verser. Ah oui, mais il y a le pouvez, c'est pas vous devez. Il y a une obligation de versement, mais vous n'êtes pas contraint de verser. Les services, c'est pareil. Vous avez des services qui ne versent pas. Moi, j'ai eu des agents qui m'ont versé 20-25 ans d'archives quand ils sont partis à la retraite et qui n'ont jamais versé. Nous, aux archives départementales de... Je suis là. Ah, pardon. Aux archives départementales de Meurthe-et-Moselle, les notaires avaient versé donc certains dossiers et ils ont demandé aux généalogistes de faire la numérisation. Donc nous, en tant que généalogistes, on a été aux archives, on a tout numérisé et c'est un petit scoop. Elles vont être en ligne normalement pour la fin de l'année, début de l'année prochaine. Mais vous êtes à plus de 100 ans. Voilà, tout ce qui est plus de 100 ans, voilà, jusque-là. Mais ceux-là, ils sont versés. Hein. Le 19e, c'est versé. Hein. Oui, c'est la fin du 19e qui pose un peu plus de problèmes et le début du 20e. Oui, mais c'est vrai, oui, tout à fait. Mais comme le service d'archives n'avait pas la possibilité de numériser, puisqu'on était. Ah oui. Bon, il y a eu des déménagements, il y a eu plein de choses. Enfin, Ah, mais là, ils ont demandé donc aux généalogistes de Meurthe-et-Moselle, donc nous y sommes allés et nous avons fait nous-mêmes les numérisations qui vont être mises en ligne prochainement. tandis que là, je parlais des archives qui sont encore chez les notaires. Chez les notaires, oui, tout à fait. Et là, vous ne pouvez plus rien faire. Mais c'est vrai que nous, librement, enfin, chez nous, en Meurthe-et-Moselle, jusque-là, on n'a jamais eu de problème. Les notaires nous laissent aller. Ça dépend des départements, ça dépend des notaires, ça dépend. Voilà. Ça, c'est vrai que on ne peut pas dire c'est la règle sur toute la France comme ça. Ça dépend vraiment des personnes qu'on a en face de nous et il faut les sensibiliser au fait que les archives, c'est quelque chose d'important. Ça a été dit par Sylvain Faure qu'il faudrait former la population aux archives. Et en particulier aux archives numériques, mais aux archives. Donc voilà, je vous en prie. Oui, vous avez parlé des documents jamais communicables, qu'ils pouvaient l'être sur dérogation. Comment, par qui? Alors, les dérogations en France. Vous avez des dérogations générales, et vous en avez une qui a été très importante pour vous, surtout après la loi de 2008. Alors, j'ai plus la date de la dérogation. C'est la dérogation sur les recensements de la population. Parce que si on appliquait la loi de 2008,
Donc, en janvier 2008, vous aviez le droit de voir les recensements de la population jusqu'en 1975. Et après la loi de 2008, tout était, vous ne pouviez plus voir 1946 à 1975, ce n'était plus du tout communicable. Donc, la loi avait été faite de telle façon qu'on pouvait avoir une dérogation générale qui a été signée par le ou la ministre de la Culture de l'époque, qui dit que, comme les documents étaient communicables avant, on va autoriser de nouveau la communication des documents, même si la loi demande un délai de 75 ans. Donc vous avez ça aussi pour la Seconde Guerre mondiale. Vous avez des ouvertures comme ça qui sont faites en anticipant la fin du délai de communicabilité. Sur la guerre d'Algérie, il est Vincent Duclerc, qui a fait son rapport sur la guerre d'Algérie, avait demandé que toutes les archives qu'ils allaient eux consulter soient ouvertes par avance. Donc il y a eu une dérogation générale. C'est ce qu'on appelle la dérogation générale. En tant qu'individu, vous avez aussi ce qu'on appelle les dérogations individuelles. Pour résumer, c'est-à-dire que vous voulez avoir un acte de mariage de 1960 qui n'est pas encore communicable, vous pouvez essayer d'avoir une dérogation. Je ne dis pas qu'elle sera acceptée, parce que voilà. Donc là, vous avez tout un formulaire à remplir. Alors, que vous soyez aux archives départementales, aux archives municipales, c'est exactement la même procédure. Il y a plusieurs avis et décisions, parce que des avis, c'est les avis des archivistes, des archives départementales. Nous, on doit demander, si vous venez en commune, on va le faire comme ça, vous demandez l'accès à un document qui n'est pas communicable. Je vous fais remplir le formulaire. J'ai obligation de demander au service émetteur ou producteur, si on est sur des termes plus archivistiques, au service qui a émis le document ou qui l'a reçu, sa décision. Est-ce qu'il est d'accord ou pas d'accord? Si lui est d'accord, ça remonte aux archives départementales et maintenant c'est le directeur des archives départementales qui, si lui-même est aussi d'accord, qui va donner l'autorisation. Elle est individuelle, c'est-à-dire que vous y allez, vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un d'autre à votre place. Et en plus, il faut cocher, si je me souviens bien, il y a un petit truc à cocher pour dire « je voudrais une copie ». Sinon, vous ne pourrez pas en faire. Donc, il faut bien lire tout ce qu'il y a. Si le service émetteur n'est pas d'accord, en particulier dans ce cas-là, mais même si le directeur des archives n'est pas d'accord, ça remonte au CIAF. Et c'est Madame Bernard, mais je pense que c'était Monsieur Béda qui s'occupe de ça, je crois. C'est lui qui va instruire la procédure. Mais en tous les cas, il faut savoir une chose, c'est qu'on doit vous donner réponse. Alors, pour les archives, la non-réponse vaut refus. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Pour les archives, on est dans les exceptions. Ne pas répondre à une demande, ça veut dire que c'est un refus. Mais tant que vous n'avez pas ce refus, vous ne pouvez pas aller plus loin. Et après, vous pouvez saisir la commission d'accès aux documents administratifs. Et en fonction de ce qu'elle dit, si vous n'avez toujours pas accès, c'est ce que font la plupart des justiciables dans les affaires que je vous ai citées tout à l'heure. Et ils vont en justice. Ou des historiens. Ils vont en justice, ou ce soit au tribunal administratif, parce que c'était une décision de l'administration, ou alors, dans certains cas, ils vont même jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'il y a matière pour condamner l'État français. Mais, comme disait Guy Brébant, un de nos prédécesseurs, qui a fait un rapport sur les archives, qui est encore un peu la Bible pour beaucoup d'archivistes, il y a une forme de subjectivité dans les dérogations. Lui, il était contre. Et c'est pour ça que nous, on était sur le fait qu'il faudrait peut-être créer une instance, un défenseur des archives du même type que la défenseur des droits, parce qu'à l'heure actuelle, la personne qui autorise, elle est jugée partie. Elle a créé le document, elle ne va pas autoriser. Alors, on le voit plus pour le secret défense, mais c'est pareil pour tous les documents. Donc c'est vrai que là, voilà. Vous, en tous les cas, les dérogations, elles existent, mais il faut avoir une raison valable pour y accéder.
surtout en individuel malheureusement. Mais il existe encore pas mal, enfin, on va dire, alors, la plupart du temps, je vous rassure, hein, les dérogations individuelles, dans 80%, peut-être 90%, j'ai pas les chiffres, sont acceptées. Hein. Mais c'est vrai que c'est ceux où ça peut être subjectif par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est comme toute décision de l'administration, si vous n'êtes pas d'accord avec, le seul moyen c'est de l'attaquer au tribunal administratif. Et en archive, il y en a quand même quelques-unes qui sont. Il y a de plus en plus de procédures, beaucoup d'historiens quand même, et des historiens étrangers, il y en a de plus en plus. Merci beaucoup. J'espère que j'ai un peu répondu, et n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous avoir autant éclairé sur l'action de l'archiviste. Moi, c'est vrai que tu m'as remémoré les affaires, mais en même temps, il y a des choses que tu m'as apprises. Voilà, savoir que non-réponse signifie refus. Voilà, ça, il faut que ça va nous marquer. Je voulais vous dire aussi que RN2A, Nathalie, on avait prévu de monter ce qu'on appelle tous les mois un rendez-vous qui s'appelle SOS Archiviste ou SVP Archiviste, pas SOS bon, ça grâce au stand du salon virtuel. Si vous avez vraiment envie que ça puisse exister, donc ça serait bien que vous puissiez nous adresser des questions en amont, ou sinon le plus simple aussi c'est de vous rendre sur notre salon virtuel france-généalogie.org. Il y a un stand sur RN2A dans la maison de la généalogie où vous avez donc la possibilité de poser des questions et comme ça on verra comment, Nathalie verra comment elle vous répond, si c'est soit par l'émission qu'on fera comme ça un YouTube, une visioconférence ou sinon elle vous écrit en direct. Voilà. Donc notez bien RN2A, c'est rn2a.fr, je crois d'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, vous pouvez directement la contacter via notre salon virtuel. C'est gratuit. C'est vrai qu'on avait essayé de mettre ça en place, donc nous, même les questions, j'en avais moins, donc j'y vais moins quand même. Donc on a une chaîne YouTube, c'est là-bas que vous allez aussi pouvoir voir le colloque. Mais c'est vrai que si vraiment vous avez envie, il faut le dire, moi je veux bien, on peut tout à fait faire une demi-heure, 1 heure chaque mois ou quelque chose comme ça sur des questions. Je suis pas sûre de répondre à toutes les questions comme ça, je sais, voilà. Et de vous expliquer pourquoi l'archiviste vous a répondu telle chose et pas autre chose, pourquoi vous ne pouvez pas faire cette chose-là, parce que souvent, il y a souvent soit des raisons réglementaires, législatives ou techniques derrière qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut. Non. Alors c'est Nathalie Lopez, LOPES, et c'est le réseau national d'action des archivistes. Donc action au pluriel archiviste aussi, RN, le chiffre 2 et la lettre A. Voilà. Je vous en prie. Donc voilà, et donc ici je vous ai laissé, vous pouvez vous servir, c'est le supplément du 7 Messidor et l'article qui est paru dans les cahiers d'histoire sur cette mobilisation autour du secret défense, mais qui rappelle aussi les principes d'accès aux archives, et ce n'est pas que pour le secret défense. Voilà. Mais je le redis parce que je sais que les sénateurs nous l'ont redit et nous l'ont redit en aparté, ils veulent absolument, ils ont besoin de matériel, d'exemples, de difficultés d'accès aux archives pour pouvoir après interpeller, essayer de faire modifier la loi. S'ils n'ont pas d'exemple, ils ne peuvent pas faire modifier la loi. Si on ne les saisit pas, ils peuvent pas. Donc ils sont vraiment dans cette attente-là. Donc de ne pas hésiter en disant voilà, il y a une chose et tout. Mais c'est vrai que ça a été reconnu, et pas par les archivistes, mais par les autres, tu me diras, c'est qu'il y a un manque de moyens et une vraie méconnaissance de la réglementation archivistique en France. Et ça, de la part, c'est pour ça que Sylvain Faure disait qu'il fallait former tous les citoyens aux archives. Donc, et ça, c'est quelque chose que, voilà, mais ça, il y a besoin de... Et oui, il disait même de l'école primaire.
Il était en disant, voilà, et là on a un historien qui a été conseiller politique, enfin conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, et qui dit que non, là c'est pas possible, comment c'est en France, voilà, les archives, il y a des archives qui sont perdues, pas parce qu'on a envie de les détruire, pas parce qu'on veut, simplement parce que par méconnaissance du fait que, voilà, on a eu la sénatrice Nathalie Goulet, je ne dis pas, voilà, parce qu'elle le dit, donc voilà, qui, elle, quand elle a voulu, oui, j'y vais après, quand elle a voulu, déposer les archives de son mari, qui avait été aussi sénateur, elle n'avait trouvé aucun service pour les prendre, et donc elle a été les déposer à Ramallah. Je ne sais pas comprendre, voilà, parce qu'elle avait personne, elle ne savait pas où aller les déposer. Donc maintenant, on sait qu'ils sont à Ramallah. Voilà. Je vous laisse parce que vous êtes... Voilà, puis moi, je... Voilà. Merci beaucoup en tous les cas et bonne fin de congrès. Au revoir.